Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour une deep dive qui va nous faire du bien. Ah oui, On plonge dans Productivité heureuse. d'accord. Le livre d'Ali Abdaal, ce médecin devenu gourou de la productivité. Oui. Et toi aussi, tu vas vite comprendre pourquoi ce livre cartonne. Oui, ce qui est génial avec Abdal, c'est qu'il aborde la productivité sous un angle totalement différent. Il ne nous dit pas de bosser comme des fous, non. Il nous explique comment prendre plaisir à travailler dur. Et son secret, c'est de miser sur le bien-être pour mieux se concentrer et booster sa motivation. C'est vrai que ça change des méthodes traditionnelles, souvent basées sur la discipline à tout prix. Oui. Mais concrètement, comment on fait pour mettre le bien-être au cœur de la productivité? Eh bien, Abdal commence par nous raconter son propre burn-out quand il était jeune médecin. Ah, Des nuits blanches, le sentiment d'être submergé, il a sacrifié son bien-être pour être productif, comme on l'entend souvent. ouais. Une histoire qui va parler à beaucoup d'entre nous, j'imagine. Ah oui, le fameux burn-out, ça nous guette tous à un moment donné. Oui. Mais Abdal a trouvé la solution. C'est. Oui, il a découvert la théorie Broaden and Build, qui explique que les émotions positives, la joie, la gratitude, la sérénité élargissent littéralement notre champ de pensée. D'accord? On devient plus créatif, plus énergique et devinez quoi, plus productif. C'est un cercle vertueux, plus on se sent bien, mieux on travaille, et mieux on travaille, plus on se sent bien. C'est fascinant. Alors, si on veut être plus productif, il faut d'abord se sentir bien. Oui. Fini la culpabilité quand on prend du temps pour soi. Exactement. Et Abdal illustre ce concept avec une expérience amusante, une expérience de la bougie. On a donné des bonbons à un groupe de personnes avant de leur demander de résoudre un problème. Oui. Résultat, ils ont été bien meilleurs que le groupe qui n'avait pas eu de bonbons. Alors la prochaine fois que tu bloques sur un projet, pense à t'offrir une petite douceur. D'accord, c'est noté au-delà des bonbons. Comment est-ce que le bien-être agit concrètement sur notre cerveau? Eh bien, les émotions positives stimulent la production de dopamine, Oui. l'hormone du plaisir et de la motivation. Ah. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'hypothèse Undoing de Barbara Fredrickson. Oui. En gros, les émotions positives agissent comme un antidote au stress. Elles neutralisent les effets néfastes du cortisol, l'hormone du stress qui, à long terme, peut causer des ravages sur notre santé. Ah oui, le cortisol, c'est l'ennemi numéro 1. On sait tous que le stress chronique est mauvais pour la santé. Oui. Mais Abdal va encore plus loin en l'associant à des problèmes graves comme les maladies cardiaques et l'hypertension. Absolument. Abdal insiste vraiment sur l'importance du bien-être pour une productivité durable. Oui. Il ne s'agit pas de s'épuiser à la tâche, mais de trouver un équilibre. Et ce qui est encore plus intéressant, Oui. c'est qu'une étude de 2005 portant sur 275 000 personnes a prouvé que les gens heureux ont plus de chances de réussir dans la vie. Plus de chances de réussir à pas. Attends, on a toujours entendu dire que pour réussir, il fallait travailler dur, faire des sacrifices, et que le bonheur viendrait après à pas. Oui. Abdal nous dit le contraire. Exactement. Les gens heureux ont plus d'énergie, de meilleures relations, ils gagnent mieux leur vie et excellents dans leur carrière. D'accord. Ce ne sont pas des bisounours naïfs, Bien. ce sont des personnes qui ont compris que le bien-être est le carburant de la réussite. C'est une vraie révolution. Alors, si je comprends bien, pour réussir, il faut d'abord être heureux. C'est pas un peu trop beau pour être vrai? C'est ce qu'Abdal nous démontre. Okay. Son approche de la productivité est vraiment rafraîchissante et inspirante. Il nous encourage à cultiver le bien-être, non seulement pour nous sentir mieux, Oui. mais aussi pour débloquer notre potentiel et atteindre nos objectifs de manière plus efficace et durable. C'était un message qui donne envie de s'y mettre, en tout cas. Mais Abdal ne s'arrête pas là. Il nous parle aussi du rôle du jeu dans la productivité. Alors, prêt à rejouer comme des enfants? Ah, le jeu, c'est là où Abdal nous surprend vraiment. Imaginez utiliser le jeu pour booster sa productivité. Ouais. On est loin des tableaux Excel et des to-do lists, ça rallonge. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Oui. On associe le jeu à la détente, au plaisir. Pas vraiment au travail acharné. Mais j'avoue que l'idée de retrouver un peu de cette insouciance me séduit bien. Et c'est justement ce qu'Abdal nous propose. Il nous rappelle qu'enfin, on était des explorateurs nés. Oui. On apprenait en jouant, on se lançait des défis avec enthousiasme sans se soucier du résultat. C'est vrai. On vivait chaque jour comme une grande aventure. C'est vrai, on a tous été ce petit Indiana Jones qui explore le jardin. Mais avec le temps, on a perdu cette spontanéité. Oui. On est devenu plus sérieux, plus préoccupé par la performance, les objectifs à atteindre. Tout à fait. Et c'est là qu'Abdal nous lance un défi. Retrouver cet esprit d'aventure. Il nous propose une expérience très originale. Choisir son personnage
Inspiré par les jeux de rôle comme World of Warcraft, il nous invite à imaginer des archétypes ludiques pour aborder le travail différemment. Ah oui, j'ai adoré cette partie du livre. Incarner un personnage, ça permet de sortir du cadre habituel, de se donner une mission, un peu comme un super-héros qui enfile son costume. Exactement. Abdal nous présente plusieurs archétypes, le créateur, le conteur, le jockey, le stratège. Chacun a ses forces et ses talents qu'on peut mettre au service de nos projets. Oh ouais. Imagine le créateur qui transforme une présentation PowerPoint barbante en une œuvre d'art visuel. Ah oui. Ou le conteur qui captive son auditoire en racontant une histoire captivante pour illustrer un concept complexe. J'adore l'idée. On s'amuse tout en étant productif, c'est génial, mais est-ce qu'Abdal nous donne des pistes pour identifier notre personnage idéal? Bien sûr. Il nous encourage à explorer nos passions, nos centres d'intérêt, nos talents cachés. C'est une invitation à se reconnecter à soi-même, à retrouver ce qui nous anime vraiment. Et ça ne s'arrête pas là. Abdal nous parle aussi du rôle crucial de la curiosité dans la productivité. J'avoue que ça m'a beaucoup intrigué, Chat. La curiosité, c'est le moteur de l'apprentissage et de l'innovation. Abdal illustre son propos avec l'histoire fascinante de Richard Feynman, un physicien de génie prix Nobel, s'il vous plaît, qui a traversé une période de découragement. Il avait perdu sa passion pour la physique. La flamme s'était éteinte. Oh non! Mais comment a-t-il fait pour retrouver l'inspiration? C'est là que l'histoire devient incroyable. Un jour, en observant une simple assiette qui tournait dans une cafétéria, sa curiosité s'est réveillée. D'accord. Il s'est mis à s'interroger sur les lois physiques qui régissaient ce mouvement rotatif et hop, la passion est revenue. Un simple déclic a suffi à raviver la flamme. C'est une anecdote incroyable, où elle nous montre que la curiosité peut surgir à tout moment, même dans les situations les plus banales. Et si on la nourrit, elle peut nous mener vers des découvertes extraordinaires. Exactement. Abdal nous encourage à cultiver notre curiosité au quotidien, à nous poser des questions, à explorer de nouveaux domaines, à sortir de notre zone de confort. En somme, il faut rester un grand enfant, toujours prêt à s'émerveiller. Mais concrètement, comment créer un environnement propice à la curiosité et au jeu? Abdal nous donne des pistes. Bien sûr. Il s'appuie sur les recherches de Jack Panksepp sur la biologie de la joie. Saviez-vous que la joie est ancrée dans les zones les plus primitives de notre cerveau? Non. C'est un besoin fondamental comme manger ou dormir. Abdal nous invite à créer un environnement de travail qui stimule cette joie profonde. D'accord. Avec de la musique, des couleurs, des objets qui nous inspirent. Ouais. Il parle aussi de l'importance de se sentir en sécurité et détendu pour laisser libre cours à notre créativité. C'est vrai que l'environnement de travail a un impact énorme sur notre humeur et notre motivation. On est plus créatif dans un espace agréable et stimulant. Tout à fait. Abdal nous encourage à personnaliser notre espace de travail, à l'aménager de façon à ce qu'il devienne un terrain de jeu pour notre esprit. J'adore cette image. Un espace de travail qui devient un terrain de jeu. Oui. C'est une vision vraiment positive et stimulante de la productivité. Et ce n'est pas fini. Abdal explore ensuite le pouvoir du collectif. L'impact positif des interactions sociales sur notre bien-être et notre productivité. D'accord. Prêt à découvrir comment le nous peut booster le jeu chaud. Carrément, baby. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette dimension collective de la productivité heureuse. On en parle tout de suite. Avec plaisir, prépare-toi à des révélations étonnantes sur le pouvoir du collectif. Alors, prêt à plonger dans l'univers fascinant des relations humaines et de leur impact sur notre productivité. Absolument. J'ai toujours pensé que l'entourage jouait un rôle clé dans la réussite. Oui. Mais j'ai hâte d'entendre ce qu'Abdal en dit. Eh bien, il commence par introduire le concept des énergies relationnelles et de la carte énergétique. Un outil qui permet de visualiser l'impact des interactions sur le moral d'une équipe. La carte énergétique, c'est intriguant. Concrètement, comment ça marche? Imagine une carte avec des flèches qui relient les membres d'une équipe. Oui. Certaines flèches boostent l'énergie, d'autres la drainent. D'accord. Abdal nous encourage à identifier les personnes qui nous donnent de l'énergie et à passer plus de temps avec elles. Un peu comme un jardinier qui prend soin de ses plantes les plus florissantes. Ah oui, je vois l'image. On a tous déjà ressenti l'effet d'une personne négative qui plombe l'ambiance. Oui. Et inversement, on connaît ces personnes solaires qui nous donnent envie de déplacer des montagnes. Exactement. Abdal nous invite à être conscients de l'impact de nos interactions et à cultiver les relations qui nous nourrissent. C'est une approche vraiment intéressante. Et au-delà des relations individuelles, Abdal parle aussi du travail d'équipe, n'est-ce pas? Oui, il explore le concept de Senius, cette idée que la créativité collective s'épanouit dans les environnements collaboratifs. Il cite des études fascinantes qui montrent que le simple fait de croire qu'on travaille en équipe booste notre motivation
et nous aide à surmonter les obstacles plus efficacement. C'est fou. Le simple fait de se sentir soutenu par une équipe pourrait nous rendre plus performants. Apparemment, oui. Abdal cite même une étude où des participants qui tapaient des mains en rythme étaient plus généreux et serviables. Ah bon? La synchronisation des mouvements aurait un impact sur notre comportement. C'est comme si l'énergie positive du groupe se propageait à chaque individu. C'est incroyable. Alors, si on veut booster notre productivité, on devrait tous se mettre à taper des mains en rythme. Pas forcément. Mais Abdal nous encourage à créer un sentiment de synchronisation dans notre travail. D'accord. Par exemple, en rejoignant des groupes de coworking en ligne, l'idée est de s'entourer de personnes qui partagent nos objectifs et qui nous tirent vers le haut. C'est vrai qu'on se sent souvent plus motivé quand on travaille avec des personnes inspirantes. Et Abdal ne s'arrête pas là. Non. Il explore aussi l'euphorie de l'aidant, cette sensation de bien-être qu'on ressent quand on aide les autres. Ah oui, le fameux Helper's High. Abdal raconte une anecdote amusante. Yeah. Quand il était médecin, il avait pris l'habitude d'offrir du thé à ses collègues. Un simple geste de gentillesse qui avait un impact étonnamment positif sur le moral de l'équipe. C'est marrant. On a souvent l'impression que la gentillesse n'a pas sa place dans le monde du travail, qu'il faut être dur et compétitif pour réussir. Et pourtant, Abdal nous démontre le contraire. Aider les autres déclenche la production d'endorphines, D'accord. ce qui booste notre humeur et notre énergie. C'est un cercle vertueux. Plus on est gentil, plus on se sent bien et plus on est productif. Alors la gentillesse serait la clé de la productivité heureuse. C'est un message qui fait du bien. Mais attention, il ne faut pas se laisser exploiter non plus. Abdal parle aussi de l'importance de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Tout à fait. Il cite l'exemple de Benjamin Franklin, qui a réussi à gagner l'amitié d'un rival politique en lui demandant un service. Ah oui. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque d'intelligence. Cela permet de recevoir un soutien précieux et de renforcer les liens avec les autres. C'est vrai, on a souvent peur de déranger les autres en demandant de l'aide. Oui. Mais en réalité, c'est souvent un plaisir d'aider. Exactement. Abdal nous invite à dépasser nos peurs et nos blocages pour créer des relations authentiques et collaboratives. Il met en avant le pouvoir du nous face au jeu. C'est une vision vraiment inspirante. Mais au-delà du bien-être du jeu et du collectif, Abdal explore aussi les stratégies concrètes pour vaincre la procrastination. Et ça, je crois que ça va intéresser beaucoup de monde. Ah, la procrastination, le fléau de notre époque. Oui. Abdal nous livre ses secrets pour déjouer ce piège redoutable. Alors dis-nous, comment on fait pour arrêter de procrastiner? Accroche-toi bien car Abdal nous emmène dans un voyage fascinant à travers les méandres de notre cerveau. Abdal commence par décortiquer le cycle infernal de la procrastination. Figure-toi une personne invitée à dîner chez un ami et avec un caillou dans sa chaussure. D'accord. 3 réactions typiques et pourtant inefficaces s'offrent à elle. La motivation, l'inspiration et la discipline. Attends, un caillou dans la chaussure. Oui, C'est une métaphore pour la procrastination. exactement. J'adore Madame Baboum. Explique-moi ça, Vater. Le caillou représente cette tâche désagréable qu'on remet sans cesse à plus tard. La motivation, c'est se dire « Allez, motive, toi tu peux le faire ». Oui. L'inspiration, c'est attendre le moment magique où l'envie nous tombera dessus. Et la discipline, c'est se forcer à faire la tâche coûte que coûte. Ah oui, je vois le genre face et vaccin. Ah, On est tous passés par là à essayer de se convaincre qu'on allait soudainement avoir envie de faire cette fichue déclaration d'impôt. le problème, c'est que ces 3 approches ne s'attaquent pas à la racine du problème. Non. Souvent liées à des émotions négatives comme l'incertitude, la peur ou le doute. D'accord. Abdal propose une méthode plus efficace. Le déblocage? Le déblocage. Dis-moi en plus. Il s'agit d'identifier la cause profonde de notre procrastination. Oui. Par exemple, si on remet sans cesse à plus tard la rédaction d'un rapport, est-ce par peur de l'échec? Par manque de confiance en nos capacités? Oui. Ou simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer? C'est vrai, on se focalise souvent sur le symptôme de la procrastination sans chercher à comprendre ce qui se cache derrière. Exactement. Une fois la cause identifiée, on peut s'attaquer au problème à la racine. Par exemple, si c'est la peur de l'échec qui nous paralyse, on peut se fixer des objectifs plus modestes, se donner le droit à l'erreur ou demander l'aide d'un collègue. Donc pour arrêter de procrastiner, il faut devenir un peu détective et mener l'enquête sur nos propres blocages. Tout à fait. Abdal insiste également sur l'importance de définir clairement notre pourquoi. D'accord? Il fait un parallèle intéressant avec le concept d'intention du commandant utilisé par l'armée américaine. L'intention du commandant, c'est quoi le rapport avec la procrastination?
L'idée est de comprendre le but ultime de nos actions. Prenons l'exemple du débarquement en Normandie. L'objectif des Alliés était clair, établir une tête de pont en France. Cette intention claire a permis aux soldats de s'adapter et de surmonter les nombreux obstacles rencontrés. Ah oui, je vois. Si on a un pourquoi puissant, on est plus motivé à passer à l'action, même quand les choses se compliquent. Exactement. Abdal nous propose d'utiliser la technique des 5 pourquoi de Sakichi Toyoda pour identifier la motivation profonde qui se cache derrière nos actions. Les 5 pourquoi, c'est une technique que je ne connais pas. C'est très simple. Il suffit de se poser la question « Pourquoi ?» 5 fois de suite pour remonter à la source de notre motivation. Par exemple, si tu procrastines sur un projet professionnel, Oui. demande-toi pourquoi est-ce que je procrastine. Puis pourquoi est-ce que je ne veux pas faire ce projet. Et ainsi de suite. Ah oui, c'est comme éplucher un oignon, on enlève les couches une par une jusqu'à atteindre le cœur du problème. Tout à fait. Et une fois qu'on a identifié notre pourquoi, on peut se fixer des objectifs clairs et motivants. D'accord. Abdal met en garde contre l'obsession des acronymes comme SMART Focused ou HARD. C'est vrai qu'on entend parler partout d'objectifs SMART. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Pas forcément, non. Ces acronymes peuvent être utiles, mais ils négligent souvent l'aspect émotionnel de la motivation. D'accord. Abdal nous encourage à nous fixer des objectifs de processus, concentrés sur les actions à entreprendre en plus des objectifs de résultats. Oui. Il recommande aussi d'utiliser les intentions de mise en œuvre des plans, si alors, qui nous aident à passer à l'action. Par exemple, le OCT. Si je ressens l'envie de procrastiner, alors je vais me concentrer sur une tâche plus petite pendant 15 minutes. C'est une astuce intéressante. Et pour ceux qui sont paralysés par la peur, Abdal a des conseils d'eux. Bien sûr. Il nous parle d'Alex Honnold, le grimpeur qui a escaladé El Capitan sans corde, Ah oui. et dont l'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur, est étonnamment calme. D'accord. Abdal nous rappelle que la peur est souvent un frein plus puissant que le manque de compétences. C'est vrai qu'on se met souvent des barrières tout seul par peur de l'échec ou du jugement des autres. Abdal nous propose plusieurs stratégies pour dompter nos peurs. Nommer nos émotions pour mieux les contrôler, changer notre discours intérieur en remplaçant « je suis un procrastinateur » par « je rencontre parfois des difficultés à me mettre au travail », utiliser la règle des Dame-to-Bonne indices pour prendre le recul, appliquer l'équation de la confiance, pour identifier le niveau de confiance nécessaire pour passer à l'action et se rappeler que les autres sont moins attentifs à nos défauts qu'on ne le pense. Wow, tout un arsenal anti-peur. Abdal est vraiment un coach en motivation hors pair. Mais gérer la procrastination, c'est aussi savoir gérer son énergie. N'est-ce pas? Absolument. Abdal nous met en garde contre l'idée reçue que le burn-out est simplement dû à la fatigue. Il identifie 3 types de burn-out. Le surmenage, l'épuisement des ressources et le défaut d'alignement. 3 types de burn-out. C'est intéressant. Peux-tu nous expliquer la différence? Le surmenage, c'est quand on en fait trop vite. D'accord. L'épuisement des ressources, c'est quand on ne se ménage pas assez de temps de repos et de récupération. Oui. Et le défaut d'alignement, c'est quand on poursuit des objectifs qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. C'est une distinction très importante. Et comment on fait pour éviter ces pièges? Abdal a des solutions. Il nous encourage à faire moins pour faire plus. Il prend l'exemple de Steve Jobs, qui a annulé le projet OpenDoc chez Apple pour se concentrer sur quelques projets clés. Abdal nous propose de limiter nos investissements actifs à 5 à 9 domaines clés qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se disperser, à vouloir tout faire en même temps. Abdal recommande d'utiliser la règle du hell, yeah, or no, pour prendre des décisions. Si une opportunité ne nous excite pas vraiment, on dit non, oui. Il nous rappelle que chaque oui est un non à quelque chose d'autre. C'est une règle qui peut changer la vie. Et pour se ressourcer efficacement, Abdal a des conseils. Il nous invite à choisir des activités qui nous permettent de restaurer notre énergie, des activités qui nous donnent un sentiment de compétence, d'autonomie, de liberté et de fluidité. Il souligne l'importance de se connecter à la nature, même pour de courtes périodes. Ah oui, la nature, c'est un remède miracle contre le stress et la fatigue. Abdal encourage aussi la rêverie, cette forme de repos passif qui favorise la créativité et l'inspiration. C'est vrai qu'on a souvent tendance à culpabiliser quand on ne fait rien, alors que la rêverie est un moment précieux pour laisser notre esprit vagabonder et faire émerger de nouvelles idées. Exactement. Abdal nous invite à redécouvrir le pouvoir du repos et de la détente pour une productivité plus durable et plus heureuse. Et pour finir en beauté, Abdal nous parle de l'importance de s'aligner sur ses valeurs pour une productivité qui a du sens. C'est passionnant.
Oui, il va au-delà de la motivation intrinsèque en expliquant que même les tâches les plus agréables peuvent devenir difficiles et nécessiter une motivation supplémentaire. Il s'appuie sur les recherches de Sheldon sur les randonneurs du Pacific Crest Trail qui ont montré que la motivation identifiée, l'alignement des actions sur les valeurs conduisait au plus haut niveau de bonheur et de réussite. Donc pour être vraiment heureux et productif, il faut trouver un travail qui correspond à nos valeurs profondes. C'est l'idée. Abba nous invite à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quel est mon héritage? C'est un exercice introspectif qui peut être très puissant. Et comment on fait pour traduire ces valeurs abstraites en actions concrètes? Abdal nous propose plusieurs outils. Le plan Odyssée de Bill Burnett pour concevoir une vie épanouissante, la roue de la vie, pour visualiser les différents domaines de notre vie et identifier les points à améliorer et la méthode de la célébration dans 12 mois pour se projeter dans le futur et visualiser nos réussites. Waouh, c'est une boîte à outils complète pour construire une vie alignée sur nos aspirations. Merci pour cette deep dive passionnante. Avec plaisir. On a appris tellement de choses sur la productivité heureuse grâce aux idées d'Ali Abdaal. Oui, c'est un livre vraiment inspirant. Et toi, cher auditeur, si tu devais te lancer dans ta propre aventure de productivité heureuse, par où commencerais-tu? N'hésite pas à nous partager tes réflexions et tes expériences. À bientôt pour de nouvelles découvertes.